Merci d'être là, d'être les fans vaillantes de la Corée, de venir nous découvrir Korea Cantina avec nous en ce dimanche après-midi. On va peut-être juste se présenter rapidement avec Souyeon. Souyeon, tu peux Bonjour, commencer? je suis Suyun et Kang. En fait, c'est Kang Soo-hyun en coréen. Je suis chef de cuisine coréenne. Donc, j'ai fait le livre Korea Cantina avec Léa Baron. Enchantée, je vous remercie d'être là. Voilà, ça sera mieux. Euh, Hop là. Du coup, tu t'es présentée, Souyeon? Oui. On sait qui tu es? Oui. Moi, je suis Léa Baron, je suis l'autrice, co-autrice du livre. Je me suis occupée de tous les textes et des interviews pour cet ouvrage. Et peut-être, aussi alors moi, je ne suis pas coréenne et je n'ai pas, d'attache particulière coréenne, mais j'ai découvert la Corée peut-être comme beaucoup de gens à travers, les K-dramas il y a 4-5 ans, en ayant envie de découvrir une autre culture à l'écran que, des séries très européano-américano-centrées. J'avais envie de voir autre chose et c'est comme ça que j'ai découvert les K-dramas, et je me suis dit: «Ah mais j'ai ouvert la porte sur une autre culture hyper intéressante aussi, assez riche, une histoire, incroyable de ce pays aussi», et c'est ce qui m'a convaincue de m'intéresser en tant que journaliste, plus précisément à ce pays, cette culture, au-delà d'un peu du phénomène culturel, récent, qui entoure ce pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser, et Korea Cantina, on se connaissait pas avec Souyeon avant ce livre, en fait, et on s'est rencontrés par l'intermédiaire de notre éditrice Élise Ducamp, qui a formé une équipe pour, créer cet ouvrage, qu'elle voulait comme un carnet de voyage culinaire, en fait. Il existe un autre exemplaire de cet ouvrage sur le Japon, que je vous conseille de lire, qui a été fait par une très, très bonne journaliste aussi, Clémence Leleu. Et nous, cet ouvrage, c'est un carnet de voyage, en effet, qui est, divisé par région, parce que l'idée, c'était de faire connaître la Corée à travers sa cuisine, à travers ses territoires, à travers ses terroirs, et de partir au gré des régions, à la découverte d'ingrédients, de personnes, d'histoires qui font cette cuisine coréenne, finalement, et qui racontent, au final, aussi le pays. Et c'était tout l'objectif, et donc le livre mêle à la fois, les recettes de Souyeon, mais aussi, des récits qui racontent l'histoire de cette cuisine, des interviews avec, des personnes totalement différentes. Donc c'était vraiment l'objectif de Korea Cantina, et c'est comme ça qu'il a commencé. Heu et je me demandais, c'était une question aussi qu'on nous posait souvent, c'est, et quand Souyeon, elle a commencé à participer à ce livre, parce qu'elle a déjà, écrit un autre livre de recettes, exclusivement coréennes, c'était que des recettes, et là, c'était un livre qui mêlait, ses recettes et mes textes pour éclairer les gens sur la culture et la cuisine coréenne. Et je me demandais, Souyeon, toi, si, après avoir lu le livre, est-ce que tu te disais: «Je connaissais déjà toute la cuisine», ou tu as découvert des choses toi aussi? Je connaissais un petit peu tout ça, mais quand même, quand on m'a proposé ce projet, j'ai lu son reportage avant, avant la pression, donc c'était trop, comment dire? C'était magnifique. J'ai envoyé tout de suite, un email à Léa parce qu'avant de rencontrer, c'était trop bien en fait. C'est ce qu'on connaissait déjà, mais elle a bien en fait cadré, donc c'est comment dire? Elle nous a amené à une approche, plus facile en fait pour comprendre, la culture coréenne et la cuisine coréenne, en fait, avec l'histoire et tout. En fait, quand j'ai fait mon livre, Bistrot coréen en 2023, c'était juste les recettes, en fait. C'est pareil, c'est l'édition, l'éditrice, elle m'a proposé de faire un livre ensemble, avec les recettes de cuisine coréenne parce que c'était à la mode. Mais, du coup, on a fait le concept, de faire, en des recettes de de la cuisine, de la maison. C'est pour ça que ça s'appelle bistrot coréen. Donc on a fait le livre. Donc on a mis un petit peu, l'histoire, mon histoire personnelle, pourquoi j'ai fait la cuisine et cetera et cetera, et donc ça a présenté que des recettes. Mais là, il manquait un petit peu quand même, que les gens, ils peuvent acheter les livres, ils peuvent, réaliser, essayer de faire, des recettes, mais il manquait les histoires, la connaissance. Donc quand j'ai vu ce projet, c'était vraiment, je pensais que c'était vraiment un complet de mon premier livre, parce qu'il y a des recettes, en plus, des
des histoires par région et par les ingrédients. Donc les ingrédients importants de la cuisine coréenne. En plus, elle a fait interview des personnels très connus et importants. Et donc, même ça, en fait, j'ai découvert avec, à travers ces interviews sur, quelques Toi aussi, tu as appris des choses moi, finalement. c'est bien sûr, j'ai appris. Donc, je connaissais globalement parce que je suis née en Corée, donc c'est ma culture et tout, mais c'était pas, ça n'a pas devenu une connaissance. Bon, là, ça m'a fait une connaissance sur la cuisine coréenne. Et puis, à chaque fois, c'est difficile d'expliquer aux gens la culture, la culinaire coréenne en français. Du coup, tu peux proposer ça directement. Donc, c'est bien pour moi. C'est bien pour moi et c'est bien pour les Coréens qui sont en France parce que pour expliquer, pour proposer à leurs amis français, donc même c'est pas très évident d'expliquer en français en fait. Même si je parle un petit peu, mais donc là c'est trop bien. Ça fait un peu un dictionnaire pour moi. Oui, ça fait un peu un ouvrage, qui, explique toute cette cuisine et c'est vrai que moi, avant de commencer le livre, j'avais, je pense un peu des a priori sur la cuisine coréenne que j'avais découverte au cours de voyage en Corée, avant d'écrire le livre et je la voyais un peu comme une cuisine, finalement peut-être un peu rustique, hem peut-être un petit peu basique quelque part, mais qui est compréhensible par l'histoire du pays qui a traversé, des famines, des périodes de grande pauvreté, des guerres et cetera et donc qui n'avait pas le luxe d'ingrédients que d'autres pays pouvaient avoir en fait et qui s'explique par, peut-être des plats, oui plus «pauvres» entre guillemets, mais où j'ai découvert une richesse créative parce que, du kimchi, il existe 200 sortes différentes et que, il y a des ragoûts, des soupes, aussi différentes que il y a de nombre de régions et de familles en Corée. Donc ça, c'était assez intéressant à découvrir et ça m'a, et c'est vrai que je partais un peu de cette idée préconçue et ce livre m'a ouverte à l'histoire de cette cuisine qui raconte si bien finalement l'histoire du pays. Donc ça, c'était un peu pour je dirais le début de cette initiative du livre qui est donc pas notre initiative, mais à l'initiative de notre éditrice de chez Hachette Pratique et ce qui nous a fait embarquer dans ce projet avec, l'illustrateur aussi Adrien Martin qui a fait de très belles illustrations sur cet ouvrage. Hem, Ce que je voulais aussi dire, c'est que, au-delà de enfin, en écrivant évidemment cet ouvrage-là, alors il y a des choses que Soo-young connaissait évidemment étant coréenne. Moi, j'ai découvert, beaucoup d'éléments et ce qui était intéressant, c'était, ce que la cuisine nous apprend du pays finalement, ce que la cuisine traduit de la Corée du Sud en plats et en saveurs et en ingrédients et c'est vrai que j'ai appris, alors Sion pourra confirmer, mais cette importance, du collectif, je trouve, dans la cuisine, en fait. Il y a vraiment cet aspect, l'importance du partage de la cuisine avec tous ces banchan, ces petits plats qui composent la table. L'idée de manger ensemble aussi, c'est assez rare de manger seul. Enfin, c'est pas forcément très bien vu, c'est un peu stigmatisant, même s'il y a eu le développement de tous les mukbangs, là, ces vidéos où on mange, beaucoup, seul face à une caméra. Mais, il y a eu aussi, cette idée de hiérarchie qui existe parce que finalement, un repas, c'est aussi révélateur, de cette hiérarchie familiale et sociale. On va pas boire son verre de soju face à quelqu'un, un aîné, on va pas commencer à manger avant un aîné et cetera. Donc il y a toute une codification très confucéenne qui a un héritage et qui est toujours assez présent quand même, dans les traditions, dans certaines familles, traditionnelles. Et puis j'ai trouvé aussi que ce que ça m'avait appris, c'est qu'il y a une forme de il y a une grande fierté nationale des Coréens pour leur cuisine et je me suis beaucoup posé la question en écrivant pourquoi? Parce que je le savais avant et j'ai des amis en Corée qui me disaient à chaque fois: «Mais Léa, viens, faut manger, c'est hyper important. Si tu as pas mangé, faut qu'on mange, c'est essentiel de manger» et cetera. C'était vraiment mes premiers pas en Corée, c'était ça, partager un repas. Et finalement, je me rends compte aussi que c'est un pays qui a en effet souffert de beaucoup de problématiques et de pas avoir assez à manger, qui a dû trouver des parades pour, se nourrir convenablement et que finalement aujourd'hui, à l'ère de ce développement économique, formidable, qui a démarré dans les années 80, il est vrai que, finalement, je comprends pourquoi cette cuisine est à la fois le révélateur d'un développement économique parce qu'on y mange beaucoup plus de viande
et que aussi c'est une fierté culturelle. C'est finalement, parler, évoquer, partager son pays, sa culture à travers une cuisine qui lui est propre. C'est important pour un pays qui a été occupé par le Japon pendant des années, qui a failli perdre son identité en cours de route et donc c'est aussi cette cuisine, elle est ce symbole, elle est vraiment aussi ce drapeau important pour la Corée. Donc voilà pour cet aspect, plutôt, ce que ça dit un peu du pays et pour passer plus au côté tradition, alors pour parler vraiment de la cuisine, c'est vrai qu'on parle souvent du kimchi, dans la cuisine coréenne et d'ailleurs, je crois que quand on se prend en photo, au lieu de dire, cheese, en anglais ou on dit kimchi, donc d'où l'importance du kimchi. Je voulais savoir, toi, Souyoun, qu'est-ce qui, selon toi, au-delà du kimchi, caractérise la cuisine, coréenne? Qu'est-ce qui est, selon toi, l'identité de la cuisine coréenne? Qu'est-ce qui la représente comme peut-être comme ingrédient, comme pratique? C'est l'identité de ça, c'est par rapport à l'ingrédient et le plat, le repas, mais en fait, chez nous, c'est l'identique, de cuisine. C'est en fait, je voulais dire plutôt, la manière de manger. Donc ça, c'est important. Donc, en fait, je voulais juste rajouter tout Mmh. ce qu'elle a dit, tout à l'heure. C'est très important, le repas chez nous. En fait, pour dire, «ça va», le matin quand on se voit: «ça va», on dit: «밥 먹었어» en coréen. Ça veut dire que tu as mangé. C'est très important chez nous parce que et puis, quand on voit un jeune qui mange pas, tout le monde s'inquiète, c'est très important de manger et bien manger. Chez nous, du coup, le kimchi, c'est un élément de la cuisine coréenne, mais pour moi, c'est important de la cuisine coréenne, c'est la manière de manger. Donc ça concerne aussi, avec, la question suivante. Ouais. Voilà. Donc pour toi, ouais, ce qui la caractérise, c'est la manière de manger. Manière de manger, Ouais. parce qu'on C'est-à-dire fait que c'est comment la manière de manger? Comment elle est différente, tu vois, de par exemple, pour moi, la cuisine occidentale, la cuisine française, on mange en temps, en fait. C'est par exemple une harce comme ça et la cuisine coréenne, on met tout sur, une table, et tout, même sucré, le dessert, c'est pas forcément dessert, c'est le sucré, on met sur la table quand on fait une vraie table en même temps, en fait. ouais, c'est vrai, c'est qu'en Corée, tous les plats sont arrivés en même temps, alors qu'en France, on a un service en plusieurs, il y a un ordre, en fait. C'est vrai. Moi, je dirais que le riz est extrêmement important dans la culture coréenne, dans la cuisine coréenne, aussi bien au niveau en fait, souvent, c'est le centre, le bap, ce qu'on appelle et d'ailleurs, je crois que quand tu poses la question, il y a le mot bap dedans. Comment tu si tu as mangé est-ce que tu as mangé du riz bap? Il y a le mot bap dedans. Oui. C'est vraiment au centre et des conversations et de la table coréenne et c'est autour de ce bap, de ce bol de riz que gravitent les banchan, les petits plats qui vont venir, agrémenter, épicer, jouer sur les saveurs de ce riz finalement et c'est vraiment essentiel. C'est du riz qui a manqué à plusieurs périodes de l'histoire du pays, qui a dû être remplacé par, parfois d'autres ingrédients et qui est essentiel et qui est aussi au cœur du soju, la boisson nationale, l'alcool de riz, national et moi, je trouvais que le riz, c'était un élément c'est un pilier, tout comme la fermentation. Moi, c'est ce que j'ai aussi découvert, c'est que la fermentation, donc évidemment, elle donne, le kimchi au final, mais en fin de compte, elle est utilisée, pour plein de légumes. Le kimchi, c'est pas que du kimchi de chou, il y a tout plein de légumes qui peuvent se transformer, être faits en kimchi et c'est vrai que la fermentation, qui attire et qui intéresse d'ailleurs beaucoup de chefs, même français aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui est pas forcément maîtrisé par tous. Et ce qui est intéressant, peut-être pour, progresser vers une autre question, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée que, il y a du riz et la viande, souvent on parle de la viande aussi qui est omniprésente aujourd'hui dans la cuisine coréenne. Quand on voyage en Corée, moi souvent je me dis: «Mais il y a qui» des fois je veux manger des légumes et je me dis: «Mais, où sont les plats végétariens? Il y a pas de plats végétariens». Et c'est vrai que c'est une vraie question. C'est intéressant parce que je crois que c'était en 2024, c'était la première fois que la consommation de viande dépassait celle du riz, en fait et donc ça dit quelque chose aussi de cette société qui, économiquement va mieux. Il y a un niveau de vie quand même nettement supérieur qu'il y a, 20-30 ans, et c'est vrai que les on voit pléthore de barbecues se développer qui s'exportent aussi en Occident et c'est assez intéressant cette place de la viande
ça laisse un peu de place aux végétariens quand même, ils existent, ils sont un peu plus nombreux et à l'origine aussi, la cuisine coréenne, c'est une cuisine qui est plus, végétarienne et végétale que, carnée finalement et c'est vrai notamment par la cuisine bouddhiste qui représente cette cuisine végétale en force, qui est aujourd'hui extrêmement revalorisée par l'État coréen et qui, présente une grande expertise quant à la fabrication et à la conception de cette cuisine, végétale, donc Bah, en fait, dans ma tête, pour la cuisine coréenne, c'est très végétal et beaucoup de légumes. Mais je pense que comme ça commercialise, donc la viande, ça attire mieux. Et puis quand c'est aussi c'est le mode de vie a changé. Donc avant, nous, on mangeait à la maison. Donc en fait, à la maison, on mangeait pas beaucoup de viande. Quand il y a l'anniversaire pour fêter, donc peut-être économiquement, à ce moment-là, on n'est pas assez riche pour acheter la viande. Donc on mangeait souvent. C'est ça, en fait. Par exemple, le sam, donc on a toujours des feuilles de salade. Il y a des namoul. Namoul, c'est important parce que c'est des légumes blanchis et assaisonnés. Et puis quelques jang, en fait, des doenjang, samjang souvent ou des ragoûts. En fait, on mangeait comme ça à la maison. De temps en temps, quand on a un petit peu de saucisse, on est très content. Donc, c'était très végétarien à la base, mais comme le mode de vie a changé, donc on mange pas beaucoup à la maison, on sort tout le temps. Donc, dans les restaurants, on est obligé de vendre de la viande. Du coup, c'est comme ça que ça a changé aussi. Et aussi arrivé de beaucoup euh, de cuisine étrangère, en fait. Ça devient un peu global, donc il y a des burgers, les pizzas, tout ça arrive, donc ça devient plus varié. Donc moi, je pas que cuisine coréenne. Et la consommation de viande, bah, je pense que c'est parce que ça a changé le mode de vie. Parce que tout le monde travaille dehors, on est obligé de manger au restaurant. Euh, Avant, c'était une grande famille qui habitait ensemble. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui vivent tout seuls. Donc, tout seul à la maison, c'est pas facile de faire la cuisine, faire à manger à la maison. Donc, c'est toujours, on mange tout le temps extérieur. Même le matin, on mange dans le restaurant, le midi, restaurant. Le soir, on sort ou on voit des amis ou il y a la soirée des boîtes. Tout ça, ça se passe dans des restaurants de barbecue souvent ou sashimi. Donc c'est pour ça en fait, que ça a changé. ouais, c'est vrai quand tu disais qu'il y a une influence étrangère aussi sur cette cuisine coréenne et c'est vrai. Par exemple, le poulet frit qui est très connu, qui s'est beaucoup exporté, c'est clairement une influence américaine, de la présence américaine dans le pays après la guerre de Corée, dans les années 50-60, et c'est vrai que le poulet frit, c'est devenu une grande spécialité coréenne, mais à l'origine, c'était pas du tout consommé dans le pays et Bah, on dit que la Corée, c'est la république de... du poulet frit! C'est la république du poulet frit et alors dans des aussi ce qui peut caractériser cette cuisine, c'est la place des Jang qui reviennent en force. Ils ont été reconnus par l'UNESCO, comme patrimoine mondial immatériel en 2024, donc c'est assez récent. C'est des sauces, sauces et pâtes de soja fermentées et de piment aussi fermentés. Est-ce que tu peux nous donner les 3, souillons les 3 grandes Trois grands sauces grains, pâtes? en fait, c'est 된장 et gochujang. Ensuite, c'est 간장. Donc, en fait, tous les trois, c'est à la base de soja fermenté. En fait, nous, on fait, comment ça se fait avec les soja cuits, on fait en briques. Donc, ça s'appelle Meju. Ça s'appelle Meju. Donc, c'est un brique de soja. Du coup, souvent, traditionnellement, on a suspendu à l'extérieur avec la bonne température, avec le vent et tout. Ça crée de bonnes microbes et des bactéries pour fermenter. Donc, c'est ce brique de soja qui est fermenté. Donc, à partir de là, on fait doenjang. En fait, on rajoute le sel, donc on fait les pâtes, donc ça devient doenjang. Et là, on rajoute, si, dans les mesures, on rajoute les piments, le poudre de piment. Et il y a en fait, il y a un sirop, il y a une espèce de sirop de riz donc c'est pour ça que gochujang, c'est un peu piquant et sucré et ensuite, on rajoute je sais pas si c'est exact, mais on rajoute, de l'eau
dans ce mélange de l'eau et avec le sel, on laisse fermenter, ça devient sauce soja en fait. Donc c'est ça, on appelait jip kanjang. Quand j'étais petite, ma mère, elle faisait ça à la maison. On appelait joseon 간장. Ça veut dire que c'est le 간장, sauce soja de Joseon. En fait, c'est en nom avant La la période de Corée. la royauté, oui. Oui, parce que c'est différent de la sauce soja qu'on mange en ce moment. C'est classique. Ça, c'est japonais en fait. Donc, c'est donc traditionnellement, nous, c'est la sauce soja qu'on faisait à la maison. Fait maison, c'est un peu différent de la sauce soja qu'on connaît maintenant. Donc là, la sauce soja fait maison, ça devient en fait, je vais dire, il y a sauce soja soup que vous pouvez trouver dans les épiceries coréennes. Donc souvent, c'est le label jaune. Donc ça, c'est plutôt salé, donc ça fonctionne à la place de sel, on rajoute C'est cette un sauce. assaisonnement, Oui, ouais. voilà. Et pour faire la soupe aussi. Et la sauce soja classique, ça, c'est plutôt japonais, en fait. D'accord. Bah, c'est vrai que ça en fait, c'est un ingrédient qui assaisonne 90 des plats en Corée. Enfin, les jang, les différentes jang décrits par, Soo-yeon sont en fait présents dans quasiment tous les plats. Il y a des personnes en Corée, il y a une femme dont j'ai, plus exactement le nom en tête et j'aimerais pas faire d'erreur sur son nom, mais qui est, issue d'une grande lignée de fabricants de jang en Corée, qui est extrêmement reconnue pour ça. C'est une lignée qui dure depuis plus de 300 ans en Corée et donc ils maîtrisent parfaitement cet art, des sauces soja et c'est aussi un savoir-faire que partagent, les nonnes bouddhistes dans les temples et j'en reviens à cette cuisine des temples, cette cuisine végétale, qui a toute son importance et qui m'a, moi, permise de rencontrer en effet une personnalité pour le livre qui s'appelle, Jong Kwon. Cette femme qui a près de 70 ans aujourd'hui, elle est, nonne dans un temple bouddhiste au milieu des montagnes, en Corée du Sud et elle est devenue extrêmement reconnue pour son travail sur la cuisine végétale qu'elle pratique depuis des années. Il faut savoir qu'en Corée, dans le mouvement bouddhiste zen, Seon, ça se dit en coréen, il y a toute une connaissance comme ça de la cuisine, des ingrédients végétaux, des fleurs, des légumes, des racines, de la fermentation et qui aujourd'hui, prend un peu plus de place et acquiert un peu plus de reconnaissance. Cette femme, Jong Kwon est demandée et consultée par, plein de chefs, de renommée internationale qui viennent jusque dans son temple ou qui la font venir dans leur cuisine ou dans les écoles de cuisine également en France et elle inspire, par son travail et c'est vrai que j'ai eu la chance de la rencontrer, l'année dernière parce qu'elle était de passage à Paris, parce qu'elle voyage énormément. Je l'ai rencontrée à Paris, mais ensuite elle partait en Italie, elle va à Londres, enfin à New York, elle voyage et beaucoup, donc c'est une chance de pouvoir la croiser et ça fait partie des rencontres, que je trouvais intéressantes parce que finalement la cuisine coréenne, ce sont pas que des ingrédients ou des recettes. Il y a aussi des gens, des personnes et beaucoup de femmes comme Soo-yeon qui sont derrière, la cuisine coréenne et il y a ces nonnes bouddhistes qui sont assez incroyables, qui perpétuent parce qu'en Corée, il y a une dizaine de personnes qui maîtrisent la cuisine végétale comme ça dans l'ordre Jogye, qui est le principal ordre bouddhiste du pays. Jongkwan en fait partie. Ce sont majoritairement des femmes. Mais il y a aussi, les adjumas, ces femmes, d'un âge mûr qui tiennent les stands de marché, qui font la cuisine populaire, dans la rue. C'est elles aussi qui ont transmis finalement une autre cuisine, la cuisine, parfois d'un plat unique au lieu d'avoir tous les banchan qui étaient plutôt la cuisine, royale à l'époque. Elles ont tout mélangé dans un plat, comme le bibimbap par exemple ou d'autres et qui se mangent sur les marchés. C'est elles qui ont créé cette cuisine réconfortante qui se perpétue encore aujourd'hui. Et bien sûr, il y a aussi ces femmes remarquables, les Haenyeo, qui, sur l'île de Jeju notamment, plongent en apnée pour, pêcher, un métier qui est extrêmement difficile. Ce sont des femmes à qui l'île de Jeju doit aussi sa survie économique à des périodes difficiles. Ce sont des femmes fortes qui dénotent dans le paysage coréen d'une société assez patriarcale, très ancrée dans des principes confucianistes. Même si les femmes avaient une place beaucoup plus importante à une époque, le confucianisme les a, un peu, brimées
Et c'est vrai que ces femmes, ils incarnent un féminisme finalement en Corée assez impressionnant. Et c'est vrai que moi ça a été une rencontre aussi forte parce que je les ai rencontrées l'année dernière. Pareil, j'ai eu la chance d'en croiser à Paris, c'était le hasard pendant que j'écrivais le livre et j'ai pu discuter avec elles et c'était intéressant de voir que, en réalité, c'est des femmes qui aiment profondément leur métier, aiment profondément la mer qui est leur élément. Une mer où le poisson se raréfie ces dernières années, où le changement climatique a aussi ses effets en Corée du Sud, où la température de l'eau a nettement augmenté. Mais c'est des femmes aussi qui peinent à poursuivre leur activité parce que, la relève n'est pas là en fait, il y a de moins en moins de jeunes et on peut comprendre pourquoi qui, heu, optent pour ce métier-là. Même s'il y en a quelques-unes, hein, qui racontent leurs histoires sur les réseaux sociaux, qui partagent, ce savoir-faire, cette philosophie de vie, qui devient aujourd'hui presque, je dirais, patrimoniale et c'est vrai que j'ai rencontré aussi une jeune femme qui a créé un restaurant qui permet de créer des dîners-spectacles où on découvre aussi bien la vie des Aigneaux qu'on découvre la cuisine parce que finalement toute la cuisine est faite à partir de leur pêche et de leurs produits pêchés et donc c'était aussi intéressant de voir que, les femmes, sont extrêmement présentes dans cette histoire coréenne et donc Suyeon, tu es une héritière de cette culture, culinaire, en Corée, tu vois? Finalement. Hem, pour finir peut-être, sur ce point, parce que cette conférence, elle a pour objet de faire découvrir, en tout cas, un petit peu de la cuisine coréenne, mais en ne racontant pas tout le livre. On vous invite à le lire, le feuilleter et picorer dedans. Mais c'est vrai que, souvent on nous pose la question aussi de comment la gastronomie coréenne s'inscrit-elle dans la dynamique de la Hallyu? Parce que j'ai une petite question pour vous d'ailleurs. Comment avez-vous connu la culture coréenne? Enfin, par quel biais? Est-ce que c'est les séries? Est-ce que c'est la cuisine justement? Qu'est-ce qui vous a fait connaître la Corée? Les manhwas, OK, d'accord. Et qui d'autre? Les K-dramas, OK. K-drama beaucoup. La cuisine? La cuisine. Eh bah, c'est bien. Mais c'est mais c'est vrai que là, en fait, là et mesdames derrière, comment d'accord, donc c'est de la triche, vous connaissez déjà? D'accord. Oui, un peu comme, Souillon, c'est finalement, c'est une cuisine qui est ancrée dans notre culture maternelle, originelle, mais on la connaît moi non plus, je connais pas toute la culture culinaire française, j'en découvre toujours. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment les gens découvrent, finalement cette cuisine. C'est beaucoup en effet par, les K-dramas et c'est pas anodin parce que le développement de la cuisine coréenne à l'international, elle est étroitement liée à cette diplomatie culturelle coréenne et c'est vrai que, on l'oublie, mais souvent ça a commencé cette diplomatie culturelle culinaire, dans les années 80 pendant l'organisation des JO, en Corée. Et là, l'État coréen a décidé préparer pour la cantine des sportifs, du kimchi et le kimchi, on le sait et en tout cas, c'est vendu comme tel c'est un mets, ce chou, ces légumes fermentés ont comment dire? Des vertus, médicinales, diverses et variées. L'art de la fermentation a tous ses secrets et c'est vrai que ça a beaucoup plu et ça a lancé un petit peu le kimchi et l'État coréen, s'est réapproprié ce kimchi qui représentait finalement pour eux un plat national populaire, qu'ils ont commencé à exporter. Mais c'est surtout en 2003 avec le K-drama, Jewel of the Palace qui raconte l'histoire, en partie vraie de cette femme du peuple qui rentre au palais, qui gravit les échelons et devient, la première cuisinière du roi et ce K-drama-là, il a, envoûté l'Asie et ça s'est traduit par un afflux de touristes étrangers en Corée du Sud qui souhaitaient venir découvrir la cuisine traditionnelle coréenne. Parce que là, c'était toute la cuisine royale qui était valorisée à travers cette série et d'ailleurs, la véracité historique, la reproduction historique des plats et de la cuisine royale pendant cette série a été supervisée par une femme, Han Bok-ryo, avec qui j'ai pu échanger pour ce livre également et qui, elle, est une vraie passeuse de savoir, qui transmet la cuisine royale coréenne aujourd'hui, largement.
Donc ça, c'est assez intéressant aussi de voir que ces K-dramas ont donné un peu cette impulsion et que vous le savez toutes, que quand on regarde les K-dramas, il n'y a jamais un K-drama sans plein de scènes de cuisine, de repas, heu, aussi de consommation d'alcool, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est central, comme le disait Souyon, c'est central au niveau culturel dans le pays. Ça se traduit aussi par les K-dramas, mais ça a été des formidables vecteurs, de connaissances, de développement, de la cuisine finalement à l'international. C'est pour ça qu'aujourd'hui la Corée, exporte énormément et a encore l'année dernière battu ses records d'exportation de plats, dans l'agroalimentaire, notamment les ramyeon, les nouilles instantanées. C'est ce qui s'exporte le plus dans le monde, notamment au Japon, en Chine et aux États-Unis. Faut quand même à noter que le film d'animation K-pop Demon Hunter, diffusé sur Netflix, qui est un vrai carton, s'ouvre par des scènes où on voit les héroïnes manger ces ramyeon. Donc c'est une pub formidable. Il y a aussi le géant des jeux vidéo, en Corée, Faker, qui est un grand joueur, de League of the Legends. Je suis pas très douée en jeux vidéo, mais qui lui-même a fait de la pub pour les ramen. Enfin, c'est dire, en fait, l'importance de cette industrie agroalimentaire et c'est vrai que depuis, la Corée a surfé sur cette vague culturelle, ce développement des K-dramas, leur affluence sur Netflix, le goût des gens pour ça et les gens ont commencé à s'intéresser à la cuisine en voulant, bah, finalement prendre un petit peu de ces K-dramas chez eux et commencer à manger les tteokbokki, les ramyeon, tous ces plats un peu, street food coréennes finalement, que l'on voit dans tous les restaurants coréens qui ont ouvert aujourd'hui en France et ailleurs. En Europe, c'est vrai que la France se détache un peu. Il y a beaucoup de l'État coréen, m'a répondu il y a récemment qu'ils avaient dénombré plus de 250 restaurants. Je me demande s'il y en a pas un peu plus, mais bon, c'est aussi ce qui a développé cette cuisine qui aujourd'hui, je pense, prend une autre allure dans les séries coréennes parce que quand j'ai vu dernièrement, Bon Appétit, Your Majesty ou Tastefully Yours, ce sont 2 séries qui abordent la cuisine coréenne historique, royale ou une cuisine qui revisite un peu ses racines, et je trouvais ça intéressant de voir un peu ce glissement de la street food coréenne très populaire et finalement avec beaucoup d'influences étrangères, très récentes dans le pays et aujourd'hui vers une cuisine qui, se réapproprie ses racines et qui, qui se revalorise un petit peu différemment, mais avec sa vraie identité et ça, je trouvais ça intéressant aussi à voir par les K-dramas. Hem Et oui, c'était ce qui m'importait ce qui je trouvais intéressant et ça fait connaître une autre cuisine que celle qui est largement diffusée sur les K-dramas finalement, voilà et peut-être que pour finir un peu cette conférence, bah, je voulais Souillon, toi qui connais si bien et beaucoup mieux que moi tous les plats, coréens, hem, bah, justement, quel plat tu recommanderais? Parce qu'on parle souvent des mêmes plats, comme je disais, tteokbokki, enfin la street food. Quel plat toi tu aimerais que les gens découvrent de ta cuisine? À part les street food À coréennes, part la street food coréenne. oui, tout ce qui est connu, en fait, il y a tteokbokki, c'est toujours très, très demandé. J'ai rencontré quelques jeunes Français, eux, ils pensaient que la cuisine coréenne, c'est très gras. Donc, il y a que des trucs qui sont connus en France, et ça, c'est un peu dommage pour moi. Donc, comme tout à l'heure, j'ai dit dans la table coréenne, nous, on mange tous les jours les namoul. Donc, c'est des légumes, souvent, les épinards. Il y a beaucoup de sortes, en fait, des herbes, tout ça, blanchies, assaisonnées, marinées. Ça, c'est un peu, c'est important, en fait, pour nous, les Coréens, en fait. Les street food, pareil, ça, c'est un peu comme un goûter. Donc, par exemple, le tteokbokki ou les kondoro, tout ça, donc, c'est en sortant de l'école, en fait, on a faim, on mangeait un petit peu, mais ça, c'est pas des vrais repas. Donc, dans les vrais repas à la maison, on mange le riz, qui est important, et L'algue, ouais. l'algue, feuille de l'algue, qui est important. Et voilà, il y a namoul, en fait, et surtout dans ma famille, mon père, sans namoul, il ne mangeait pas. Donc, tous les jours, ma mère, elle faisait namoul. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est un peu la base de bibimbap, en fait, tous les légumes sur le bibimbap. Donc, moi, à part les street food coréens, c'est très bon, en fait. Moi, j'adore les kondok, j'adore poulet frit, j'adore tteokbokki, j'adore kimbap, etc. Mais il y a pas que ça.
dans la cuisine coréenne. Donc, tout ce qui est pas connu, c'est un peu dommage, mais avec le temps, comme c'est la tendance, tous les restaurants, ils sont obligés de commercialiser ces plats, mais quand ça, parce que c'est en train de développer la cuisine coréenne, les restaurants. Ça sera développé, j'espère, comme en Corée, parce qu'en Corée, il y a le formule de restaurant, c'est pas comme en France, en fait. Nous, on a le restaurant de ramen, restaurant de nouilles, Bah, c'est par de pâtes, spécialité, non? c'est spécialité. Mmh. Donc, ou restaurant de Koukpap, c'est le dans la soupe. On met le riz, donc on mange comme ça. Donc à chaque, petit restaurant, ils font leur, spécialité. Donc par exemple, c'est, pour un ragoût de viande, ça s'appelle gomtang, en fait, ça ressemble, à pot-au-feu français. Par exemple, la mamie, elle a fait ça depuis 50 ans. En fait, elle fait que ça. Donc ça, c'est vrai spécialiste, de ça. Donc pour l'instant, moi, quand j'ai fait la carte de restaurant pour l'autre, à mon restaurant ou à l'autre restaurant aussi, donc, je suis obligée de mettre bibimbap. Donc sans bibimbap, on ne peut pas ouvrir, Parce que les gens restaurant. commencent souvent Connaissez la bien cuisine ça, en coréenne fait. par ça, parce Oui, que ça semble assez accessible, pas trop pimenté et c'est ça, en fait. En plus, c'est bon, hein, c'est bon. c'est bon. Mais, et je pense qu'avec le temps, en développant, on aura plutôt des restaurants en fait, spécialisés. Donc là, j'ai déjà vu une orthonchée. Donc ça, c'est très bonne, comment dire, essai. Donc il essaye, en fait, il fait que ce plat. Ouais, en fait, c'est un chef qui a participé à l'émission Culinary Class Wars en Corée du Sud. Et il propose un seul plat, qui est le Gweomtang. Gomtang, en fait, C'est comme un normalement, bouillon gomtang, de viande oui, c'est un pot-au-feu, en fait. avec du riz. Oui. Et en fait, il a plusieurs restaurants. Il a des restaurants à Tokyo, Paris maintenant, New York, Séoul, Honolulu, Los Angeles. En fait, il a eu un Il grand propose un plat. succès à New York, donc je pense que comme ça, en fait, il a la marge, en fait, pour essayer en Mhm. France. Donc, si ça, moi, j'espère que ça marche bien, ce restaurant. Comme ça, après, on aura un restaurant spécial de nouilles froides. Ça peut arriver parce que souvent, quand j'avais mon restaurant, les gens, ils me demandaient souvent, vous faites pas le nouilles froides? C'est pas possible en fait. Ça, il faut être vraiment spécialiste de faire des nouilles à la maison ou des bouillons qui est fait depuis 2, 3 jours. Mais dans un restaurant comme ça, nous, on a quasiment beaucoup de bibimbap, tteokbokki et tout ça là. C'est impossible de faire. Donc, du coup, j'espère que ça se développe et puis il assume la qualité de plat. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de restaurants coréens, c'est très bien. Mais en fait, récemment, j'ai essayé quelques restaurants qui est plutôt gastronomie, en fait, qui est super bien présenté sur Instagram. Ça m'a donné vraiment envie. Donc, je suis allée manger. J'étais un peu déçue, en fait. Donc, ça, c'est C'est un vrai que petit ça, je comprends problème. ça. J'étais un peu déçue de la qualité. En fait, c'était Du coup, très tu ne nous bien. donneras pas les adresses. Donc, en fait, le dressage et tout ça, c'est vraiment très bien revisité, très soigné. Mais quand j'ai mangé ça, en fait, il y a plus d'authenticité. Ou, en fait, moi, je me dis, c'est- c'était un barbecue revisité, mais tu mangerais plutôt dans des bouillons français en steak. Donc là, et puis j'espère que les Coréens, notre concurrent, c'est pas les Coréens en fait. Donc c'est quand on fait la cuisine coréenne dans un quartier, leur concurrent, c'est des restaurants qui est à côté d'eux en fait. Donc ça doit être meilleur qu'en steak français. Ça doit être meilleur qu'en nouilles chinoises qui est à côté en fait. Donc avec la, la tendance, beaucoup d'intérêt sur la culture coréenne, il y a beaucoup de gens qui retrouvent facilement la cuisine, le restaurant coréen, mais j'espère qu'il assume bien quand même la qualité et devienne spécialiste. Et puis par rapport à la culture, pour comment on a appris la cuisine coréenne, en fait, moi, à ma position, en fait,
Moi, quand j'étais jeune, quand je suis arrivée, j'étais à la faculté de cinéma. Donc au début, moi je parlais pas bien, donc je parlais pas bien français, donc c'était difficile de faire les amis français. Du coup, j'avais quelques amis autour de moi, chinois, coréens, tout le temps, les asiatiques. Mais quand il y a Old Boy est sorti, il y a Le film de oui, donc comme j'étais à la faculté de cinéma, il y a des camarades français qui, ça leur a choqué ce film. Du coup, avant, ils ne connaissaient pas du tout la Corée. C'était en 2002-2003. Ils ne connaissaient pas la Corée, mais ils sont venus vers moi, en fait. Après Old Boy, j'étais trop contente de pouvoir parler avec eux. Du coup, on commence à parler et puis je les ai invités à la maison. Donc, j'ai fait à manger parce que tout ce que tu pouvais faire, j'ai fait. J'ai présenté la cuisine coréenne. En fait, je savais pas trop cuisiner à l'époque. Donc, j'ai fait kimbap tout le temps, kimbap. Donc, ils ont adoré. Du coup, je me dis, en fait, kimchi, c'est pour un niveau avancé. Donc, pour mes amis français qui débutent la cuisine coréenne, j'ai fait souvent japchae et bulgogi parce que c'est en fait la sauce soja sucré salé. Donc ça a marché. Donc ils n'ont pas peur de manger piquant. Donc c'est comme ça qu'en fait moi j'ai approché. Donc c'est la cuisine coréenne. C'était pour moi c'était un moyen pour ouvrir la communication et pour échanger avec les Français et moi, en fait, hein. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Comme j'invite les gens, mes amis, ils sont contents de manger la cuisine coréenne et je fais tout le temps la cuisine. Donc, j'ai fait Et c'est très la bon, faculté je de, confirme, c'est j'ai très fait la bon. faculté de cinéma. Finalement, je suis devenue cuisinier. Donc, Donc comme quoi ça la cuisine peut tu vois, tu peux arriver à la cuisine par n'importe quel, moyen, mais oui, c'était, et du coup, c'est ce que tu as un plat ah oui, si tu nous as dit tout à l'heure. Bah, merci en tout cas de votre attention, d'avoir été là. Bah, en tout cas, on reste un petit peu pour dédicacer des livres au stand de la librairie Le Phénix, donc si vous souhaitez, vous y retrouver avec plaisir. Merci beaucoup pour, d'être venu et votre attention portée à ce livre, notre travail et aussi, cette culture pour laquelle on partage une grande curiosité visiblement. Donc merci beaucoup. merci beaucoup. Merci Léa. Merci Souillon.